Bien. Merci, monsieur le professeur Castelnau. Je dois vous dire que je suis un petit peu... Je renverse le papier. Je suis un petit peu ému par les compliments que j'ai eu la faiblesse d'entendre depuis ce matin, et j'espère être à la hauteur au moins d'une certaine attente, sinon de pouvoir répondre positivement à tout ce qui a été dit concernant ce que j'appellerais non pas l'éclectisme, ou alors appelons-le un éclectisme critique. C'est-à-dire que l'éclectisme doit nous faire réfléchir, doit nous faire discuter. Ce n'est pas une manière de nous entendre, c'est une manière de nous faire travailler ensemble. Et je remercie tout particulièrement le docteur Carani qui est ici, ainsi que le docteur Castelnau, Christian Castelnau, qui est là, de m'avoir invité à cette réunion et d'avoir l'occasion d'y rencontrer beaucoup de collègues, et beaucoup même, je dirais, d'élèves. Donc, je vais parler en praticien, en clinicien, et faire part d'une réflexion clinique, à la fois qui est vieille d'un certain nombre d'années d'expérience, et puis en même temps d'une réflexion contemporaine un peu sur l'évolution d'une question de fond qui est la place de la psychanalyse dans la prise en charge, au sens le plus noble du terme. C'est pas seulement dans les techniques de soins, mais c'est dans la compréhension même de ce qu'on a à soigner des patients déprimés, ou tout au moins de la dépression, pour revenir à cette distinction que Jean-Pierre Lépine introduisait tout à l'heure en disant que signifie le mot dépression maintenant dans la bouche de nos patients. Il est certain qu'on finit par l'entendre comme « j'ai une souffrance psychique, je ne vais pas bien ». Ça a remplacé « je suis anxieux », ça a remplacé beaucoup d'autres mots. Nous sommes dans ce domaine, dans le problème de l'emploi des mots. À quel usage nous faisons des mots? Et nous allons y revenir à propos des mots de dépression et de mélancolie. Alors je dirais que, si on regarde l'histoire de la psychanalyse, on peut dire que la réflexion sur la mélancolie date des origines presque de la psychanalyse. En réalité, ce qu'on sait moins parfois, c'est que ce n'est pas Freud qui a, au fond, le premier regardé le problème de la mélancolie. C'est essentiellement Karl Abraham. Karl Abraham, qui était un psychiatre en Suisse, à Zurich, au Burgosli, qui était un des assistants de Bleuler avec Jung, et qui a été absolument emballé par les théories de Freud, ceci dans les années 1905-1907, et qui est venu voir Freud, qui a commencé à travailler avec les modèles freudiens. Il y a eu une correspondance entre eux, on en a les traces, et cette correspondance montre bien que c'est Karl Abraham qui, au Burgosli, c'est-à-dire à l'hôpital psychiatrique de Zurich, regardant les états mélancoliques qu'il avait à soigner, réfléchissait sur quelle peut être une pensée psychanalytique par rapport à ses patients. Freud a entendu cela, a rapproché ça d'un certain nombre de données dont il disposait dans ses patients qui n'étaient pas des mélancoliques, et a élaboré quelque chose qui est resté une pierre fondamentale de la pensée psychanalytique sur la mélancolie, à savoir l'article dit de deuil et dépression, mais il y a quand même d'autres travaux, en particulier sur l'inquiétante étrangeté, qui sont intéressants du point de vue, j'y reviendrai pour la fin de mon exposé. Alors, cette appropriation, en quelque sorte, par la psychanalyse du modèle de la mélancolie, a donné matière à une certaine compréhension, un certain modèle théorique sur lequel je reviendrai à la fin de mon exposé. Mais il faut bien reconnaître que assez vite, le débat s'est une fois de plus centré sur des débats de nature étiologique et nosologique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une seule dépression, une seule mélancolie? Est-elle d'origine héréditaire, familiale, tempéramentale, comme le voulaient les organicistes de l'époque? Ou bien alors est-elle une maladie névrotique, quasiment, et avec ses origines psychogénétiques, comme une certaine approche psychanalytique pouvait y tendre? Tant et si bien que lorsque, par exemple, j'ai commencé mes études de psychiatrie au début des années 50, c'était le dualisme qui régnait. Il y avait des mélancolies de nature endogène, ce qui sous-entendait qu'elles étaient liées à des anomalies que nous ignorions totalement, mais qu'on imputait au cerveau. Et puis il y avait des dépressions ou des mélancolies psychogènes, qui étaient donc liées aux souffrances psychologiques des individus. À tel point que lorsque on a commencé
dans l'immédiate après-guerre, il est vrai que c'était déjà avant-guerre, mais dans l'immédiate après-guerre, quand on a commencé activement à soigner par ce qu'on appelait les électrochocs à l'époque, les états mélancoliques graves, la question tout de suite était de dire, alors les électrochocs doivent soigner la mélancolie endogène, et ils ne doivent pas soigner les mélancolies exogènes. Et il y a eu un débat à ce moment-là que Henri Hay, en France, a essayé d'arbitrer en essayant de se dégager de ce dualisme en disant que les choses ne se présentaient probablement pas comme ça, parce qu'on ne pouvait pas argumenter de l'effet thérapeutique des électrochocs une éthiopathogénie strictement organique, pas plus qu'on ne pouvait la récuser. L'arrivée des antidépresseurs a-t-il changé quelque chose ? Eh bien, je vous raconterai une petite histoire. Il se trouvait que j'étais interne chez Delay en 1956. J'étais dans une salle de dames, je me souviens, il y avait beaucoup de mélancoliques graves qui étaient là. Nous n'avions que les électrochocs pratiquement à leur proposer, ou alors des thérapeutiques à type de laudanum ou des choses comme ça, qui étaient des thérapeutiques d'appoint, je dirais. Tout d'un coup, Pichot arrive dans la salle, Pierre Pichot, et me dit, Wiedlecher, là, un produit qui arrive de Suisse, on nous l'a donné, voulez-vous l'essayer ? C'était comme ça qu'on faisait les essais thérapeutiques à l'époque. On ne s'embarrassait pas d'études contrôlées et d'avis de comité d'éthique. Et j'ai eu le privilège, si je puis dire, d'appliquer à 4 patientes, je me souviens très bien, à 4 dames, des injections de tofranil. Bien entendu, une dizaine de jours après, nous étions littéralement sur le cul. N'est-ce pas ? C'était fantastique, l'évolution que nous venions observer. Pichot me dit, c'est formidable, courez chez le patron le lui dire. Je monte dans le bureau de Jean Delay, monsieur, je voulais vous parler, voilà, le tofranil qui nous arrive, hein, c'est formidable, et je lui raconte ce qui se passe. Il me dit, mais c'est très intéressant ce que vous dites, vous allez pouvoir faire une présentation de ça la semaine prochaine. Je dis, non, monsieur, je ne peux pas vous le faire parce que je sais ce que sont vos présentations. Vous voulez l'observation d'un cas avec une description très attentive de la biographie, de l'histoire, du développement de la personne. Moi, je ne sais rien de ces 4 dames, sauf qu'il y a 8 jours, elles étaient dans leur lit, immobiles et figées, et que je les vois maintenant souriantes, bavardes et totalement transformées. Elle me dit, mais mon vieux, mais c'est peut-être ça, la guérison de la dépression. Il faut me raconter ça, il faut me le décrire. Eh bien, vous ne me ferez pas la biographie de ces 4 dames, vous me décrirez comment elles ont changé. Si je raconte l'histoire, c'est parce que quand j'entends dire les dérèglements de l'humeur de Jean Delay, 1946, n'exagérons pas, 1946, les antidépresseurs n'existaient pas. Je suis absolument convaincu intimement que le Jean Delay qui a vu ce jour-là ces 4 patientes n'aurait pas écrit les dérèglements de l'humeur comme il l'avait écrit 10 ans auparavant. Il y avait là quelque chose d'absolument extraordinaire, de stupéfiant littéralement. Bon, nous savons tous que cette stupéfaction n'a pas été exactement à ce niveau-là tout au long de l'évolution des traitements des états dépressifs depuis 50 ans. Mais c'était quand même une révélation, et une révélation assez extraordinaire. Je dirais que c'était vraiment la démonstration du cas unique. Vous n'avez pas besoin de faire 50 cas pour savoir qu'il y avait un produit qui, chez certains états dits mélancoliques, eh bien, avait des résultats aussi stupéfiants, imprévus, jamais constatés dans aucun cas de ce genre. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'au même moment, eh bien, j'avais commencé mon analyse personnelle, je me faisais former à l'analyse. Et je me suis donc trouvé confronté, dès l'origine de mes activités, dans cette question de dire comment est-ce que je peux comprendre que d'un côté, il y a ce produit injectable qui modifie chez certains patients les choses de manière telle, et que d'autre part, je lis Abraham, j'ai traduit immédiatement les textes d'Abraham sur la mélancolie que m'avait demandé Lacan pour la revue que nous avions ensemble avec Zolato. Nous avons donc écrit sur Abraham, et donc il y avait là une espèce de dualisme, alors cette fois-ci dans nos têtes, concernant la question. Et je dirais que depuis 50 ans, ce dualisme, il continue à m'occuper dans la tête. J'écoutais ce matin la manière dont il était envisagé. Et, mon Dieu, j'ai essayé à ma manière de construire des modèles. Alors, mon exposé sera fait de 3 parties. Une première partie qui sera rapidement de revenir sur « il nous faut un modèle ». Chacun d'entre nous, qu'il veuille ou non, a une petite idée pour comprendre comment on peut penser le problème de la dépression, de la maladie dépressive, à la fois dans ses références biologiques et en même temps dans une écoute et dans une compréhension de ces mécanismes psychologiques ou éventuellement de mécanismes psychogénétiques. Ça, c'est la première partie. Je la ferai courte parce que je trouve qu'on en a parlé ce matin beaucoup, et je dirais même que le débat qui a clos notre réunion de ce matin illustrait très bien comment cette question se pose aujourd'hui.
La deuxième partie sera alors là, elle sera relativement courte aussi, mais j'ai eu qu'une demi-heure pour tout, donc tout sera court. Ce sera de vous dire comment on fait dans la pratique, c'est-à-dire la régulation des pratiques psychanalytiques et psychothérapiques par rapport aux médicaments. Et puis la troisième partie sera essayer de vous dire quelques idées que j'ai, qui se sont développées depuis quelques années sur ce que pourrait être ce que j'appelle le vertige mélancolique, au-delà, en quelque sorte, de la maladie dépressive. Alors revenons au premier point. Bon, comment comprendre que l'on puisse à la fois discuter de l'indication d'une chimiothérapie et de l'indication d'une prise en charge psychothérapique. Bien, je crois qu'il faut bien distinguer où on fait un débat étiologique, où on fait un débat de mécanisme. Si on fait un débat étiologique, il reste ouvert. Il reste ouvert, on l'a vu tout à l'heure à propos des dépressions anaclytiques, par exemple. Le modèle animal est un modèle qui nous a été présenté, est un modèle d'étiologie d'une dépression anaclytique du nourrisson. Est-ce que cette dépression anaclytique du nourrisson que nous connaissons en clinicien est celle qui s'applique à la pathologie de l'adulte? Question. Sinon, c'est tout le rôle de l'abandon, des expériences de privation, etc. Ça, c'est un problème éthiopathogénique. Mais il y a un problème de mécanisme. Est-ce que les médicaments agissent sur les mêmes cibles que celles sur lesquelles agissent les antidépresseurs, les interventions psychothérapiques? Eh bien, c'est pour ça que, dans notre groupe, on a essayé de travailler sur une sorte de dualisme qui a été rappelé ce matin, entre ce que certains psychanalystes ont appelé la réponse dépressive de base, c'est-à-dire une espèce de réponse que j'appellerais psychosomatique, c'est-à-dire lorsqu'un organisme, en quelque sorte, met en place un dispositif de pensée qui est un dispositif d'inhibition, un dispositif d'impossibilité d'associer, de construire, donc un dispositif cognitif. Et je l'appellerais neurocognitif, parce que ce dispositif cognitif, il repose très vraisemblablement sur des mécanismes cérébraux, évidemment qu'il repose sur des mécanismes cérébraux. Mais ce qui est plus important, c'est que ce sont ces mécanismes-là qui sont probablement la cible de ce que nous appelons actuellement les antidépresseurs, en attendant de savoir s'il n'y a pas d'autres antidépresseurs ou d'autres modes de stimulation. Bon, les électrochocs, on le sait, mais aussi, pourquoi pas demain, des électrostimulations ciblées qui permettront de voir. Donc là, nous avons à agir sur un système neurofonctionnel. Ce système neurofonctionnel, il est une cible à des médicaments, c'est une chose, mais il y a d'autre part le fait que ce système neurofonctionnel peut être activé par un certain nombre de situations psychogénétiques, et le poids va être de savoir chez certains patients quel est le poids respectif de l'un ou de l'autre dans la détermination du mécanisme. C'est-à-dire qu'au fond, la question n'est pas de savoir quelle dépression je soignerai par la psychothérapie, en particulier la psychothérapie mélancolique, ou quelle autre je laisserai soigner par l'antidépresseur, mais chez ce patient donné, quelle est la cible qui est prévisiblement la plus répondeuse, en quelque sorte, à une action médicamenteuse ou à une action psychogénétique. À ce stade-là de notre connaissance, je crois qu'il est difficile d'aller plus loin. C'est-à-dire que ceci nous amène à considérer que le ralentissement psychomoteur, que moi je considère beaucoup plus, le terme de ralentissement psychomoteur n'est pas très bon, parce que psychomoteur veut dire moteur. C'est un ralentissement psychique, c'est une incapacité de penser. C'est la fatigue avec un grand F, dont on parlait tout à l'heure en fin de matinée. C'est ça le grand symptôme de la pensée dépressive. Je ne peux plus penser. C'est la mort de la pensée qui est derrière, j'y reviendrai à la fin de mon exposé. Cette réponse dépressive, on peut se passer des références à Freud, d'accord, il a beaucoup menti, d'accord, il a dit quelques vérités, d'accord, il a dit quelque chose dans Deuil et mélancolie, il a dit, il n'est pas sûr qu'il n'y ait pas en plus dans la mélancolie un facteur toxique qui serait lié à un état organique dont témoignerait d'ailleurs le fait que la dépression est plus marquée le matin que le soir. Écoutez, pour nous tous, bien entendu, on le sait, ça. On sait très bien que lorsque le sujet vous dit le matin, je me réveille, je suis épuisé, je ne dis pas que ce soit une indication d'antidépresseur, mais c'est un signe que nous repérons quand même, en différence avec d'autres. Par conséquent, cette notion qu'il peut y avoir dans une réponse dépressive avec un déterminisme organique, en quelque sorte, fonctionnel, alors qui peut être lié à une altération anatomique, pourquoi pas, une altération physiologique, un facteur génétique, pourquoi pas, et qui peut aussi être une réponse dépressive, fonctionnelle, à un environnement psychosocial pathogène. Par conséquent, je pense que là, le problème, c'est de se dire, chez ce patient-là, et à ce moment de sa pathologie,
qu'est-ce que l'on doit, que peut-on utiliser pour répondre à une souffrance qui est celle à laquelle j'ai à faire face. Ceci pose alors un problème qui est le suivant. Et j'en arrive à la deuxième partie de mon exposé, qui est la stratégie. Je crois qu'il faut distinguer ici la stratégie en période aiguë et la stratégie en période post-aiguë, appelons-la en période d'évolution, de stabilisation, de guérison, de diminution des symptômes, tout ce qui va être de l'ordre du long cours. Dans la situation aiguë, il me semble que la question, ce n'est pas celle de la psychothérapie, c'est celle du médicament. On l'a bien vu ce matin, la difficulté, et je pense que vous en entendrez parler encore cet après-midi, c'est de se dire chez ce patient donné, est-ce qu'il est raisonnable, nécessaire, de lui donner ces antidépresseurs? Alors là, on a voulu se baser beaucoup sur une question d'intensité. Dépression majeure, antidépresseur, on l'a vu, il y a eu un tableau ce matin là-dessus, dépression majeure, antidépresseur, dépression mineure, psychothérapie. Personnellement, je pense que c'est un faux raisonnement. Je connais des gens, et j'ai beaucoup lutter pour ça, qui avaient des dépressions légères et qui étaient formidablement transformées par les antidépresseurs. Et j'ai connu des gens qui avaient une souffrance psychique forte, ça rejoint peut-être le problème des dépressions pharmacorésistantes de ce matin, qui avaient des états psychiques graves et qui ne réagissaient pas aux antidépresseurs. Je pense donc que la différence, si on veut peser l'indication des médicaments et, à contrario, celle d'une psychothérapie, ne repose pas sur la gravité de la dépression, elle repose sur la qualité de la dépression. Et là, il faut bien reconnaître que nous n'avons peut-être pas, ensemble, un consensus, comme on dit élégamment, un consensus sur quels sont les critères par lesquels on peut considérer qu'un médicament est utile, même dans une forme relativement légère. Personnellement, j'ai toujours pensé que précisément la fatigue, l'incapacité psychique, la difficulté de mettre en place des activités cognitives au sens le plus large, l'inhibition intellectuelle, tout ça, ce sont des mots qui ont été repris par les uns, par les autres, pour définir cet état, que l'inhibition intellectuelle est la cible. Et on voit des patients relativement peu malades, fatigués, pas en forme, qui vont être transformés par les antidépresseurs, et on verra encore une fois des gens en pleine douleur psychique, qui, eux, ne réagiront pas. Donc, ce n'est pas sur l'intensité, c'est sur la qualité de la dépression. Et je dirais que de ce côté-là, nous n'avons peut-être pas toute la richesse sémiologique dont nous pourrions disposer. C'est une question que nous avons à débattre ensemble, et peut-être aussi qui dépend un petit peu et de ce que nous savons faire comme psychothérapie, et ce que nous pouvons et savons faire en termes de médicaments. Ça peut changer. Le problème est donc, devant un état aigu, y a-t-il place pour un traitement médicamenteux, ou bien n'y a-t-il pas place parce que c'est une forme mineure, parce que c'est une forme qui s'inscrit dans une continuité de chronicité qui nous fait penser qu'au fond, il s'agit d'une pseudo-acuité, qu'il s'agit en fait d'un moment un peu difficile qui pousse le malade ou la personne à consulter, mais qui s'inscrit dans le continuum. Je laisse de côté le fait qu'à ce moment-là, on peut envisager une indication de psychothérapie au long cours. Je dirais que dans l'ensemble, j'ai une grande méfiance sur des indications de psychothérapie qui reposent sur un état aigu. Parce que, d'une part, je considère que le patient peut se précipiter pour une demande de psychothérapie et en fait n'être motivé que par une souffrance actuelle. Si, en même temps, il a le malheur de guérir avec des médicaments, il va envoyer, faire paître, en quelque sorte, la psychothérapie dans laquelle qu'on lui aura conseillé ou qu'il aura choisi. Et en revanche, on voit constamment des patients qui, guéris, très grandement améliorés par un traitement médicamenteux, vont au décours de ce traitement demander, cette fois-ci, je dirais en connaissance de cause, une approche psychothérapique pour des fins de protection contre la rechute. Je vais y revenir dans un instant. Par conséquent, dans l'aigu, moi, je trouve qu'il est très difficile de prendre en compte la demande des patients. Il est par contre plus important de prendre en compte est-ce que le médicament a des chances ou pas. S'il n'en a pas, à ce moment-là, on verra, on repense au problème, comme on va y revenir dans un instant pour les phases, pour les traitements à long terme. Un point, est-ce que ça veut dire, parce que le patient va être sur médicament, qu'il n'y a pas de psychothérapie? Alors c'est là l'autre question. C'est que je crois qu'il y a une approche psychothérapique du patient mélancolique,
pour tout patient, il y a une à l'écouter et à travailler avec lui. Je ne pense pas qu'un seul malade qui soit hospitalisé pour une dépression n'ait pas avantage et nécessité même d'avoir quelqu'un qui l'aide à quoi ? Un certain nombre de facteurs. Par exemple, ce que je vais revenir quand même, le côté vertigineux de la dépression, sur laquelle on peut aider quelqu'un à lutter. J'y reviendrai. Deuxième point, se reconnaître comme malade. Se reconnaître comme malade et se reconnaître avec l'exigence qu'a tout malade d'être soigné. C'est-à-dire de considérer que le thérapeute est à ce moment-là quelqu'un qui lui propose quelque chose. Ce qui suppose aussi une certaine complaisance de soumission à l'action thérapeutique, d'acceptation du médicament, etc. Il y a tout un travail psychothérapique qui doit être fait et qui aussi peut aussi porter sur les rapports avec l'entourage. On sait à quel point l'état dépressif aigu est un état partagé par un environnement et souvent très pathogène pour l'environnement, pour différentes raisons, et pour là, il n'y a pas conséquent à l'aider. Mais j'en viens surtout à l'autre aspect, c'est qui va me retenir plus longtemps, c'est évidemment l'aspect d'une psychothérapie au long cours en phase de rémission, dont je rapprocherai les phases, les moments aigus où on n'estime pas les médicaments nécessaires. Un mot ici, je pense que si on veut avoir des objectifs à court terme, c'est-à-dire si on veut aider quelqu'un à passer un cap difficile, nous nous trouvons devant deux possibilités de psychothérapie, soit des thérapies comportementales et cognitives, c'est dans ce domaine-là qu'elles ont un certain intérêt, c'est-à-dire dans des formes relativement mineures, sans gros ralentissement psychomoteur, sans gros empêchement cognitif d'une part, qui aurait justifié une médication, et aussi avec une certaine disposition peu ouverte à une mise en cause personnelle, biographique, à une souffrance psychique qui est peu, en quelque sorte, biographisée, si vous me permettez la chose, et pour lesquelles un ciblage, par suggestion, sur un symptôme, peut apporter un bénéfice. J'en prendrai comme exemple une personne toute récente, j'ai vu tout récemment, qui me disait, après une séance où elle avait été dans un état d'angoisse épouvantable lié à une phobie d'impulsion, liée à un contexte dépressif, elle sort de là, elle dit « mais c'est épouvantable ce que je suis en train d'imposer à ma femme et à ma fille et ma mère, peu importe ». Elle me dit « eh bien, je vais m'interdire de penser ça, et je vais… » Alors, elle aura retourné l'idée obsédante, elle dit « je fais plus de mal en obéissant à mon obsession qu'en y cédant. Par conséquent, je lutte contre ça. » Elle s'est donnée elle-même une autothérapie cognitive. Et ça a marché. Mais comme elle dit, ça a marché pendant quelques jours, ça m'a aidé énormément, mais j'ai du mal à y arriver. Je sens que je n'ai pas l'énergie nécessaire pour mettre en place ce dispositif de manière permanente. Bon. La thérapie analytique peut, elle aussi, apporter des aides temporaires lorsque on peut cibler sur une difficulté actuelle, sur l'importance d'un conflit, sur l'importance d'un deuil. Mais je dirais que ce n'est pas le domaine où nous nous sentons à l'aise. C'est le domaine, je dirais, de la psychanalyse héroïque, ça, hein, l'interprétation salvatrice. Vous avez compris ça, la dépression disparaît. Hein. Ça, malheureusement, ce n'est pas notre expérience quotidienne. Et par conséquent, je ne suis pas très optimiste sur le souci que nous devrions avoir devant un déprimé modéré, sans inhibition psychomotrice, sans accélération cognitive, avec un moment un peu difficile, en pensant qu'on va lui trouver, par 2 ou 3 coups de baguette magique, l'écoute qui va le guérir. On peut l'intéresser, on peut le soulager pour quelques heures, on peut surtout lui donner envie d'aller plus loin et de le préparer une prise en charge à plus long terme. Alors j'en viens maintenant à la prise en charge à plus long terme. Là, c'est là, je crois, le champ de la thérapie psychanalytique. C'est pour ça que les études comparatives en thérapie comportementale cognitive d'un côté et les thérapies psychanalytiques, ça n'a aucun sens. C'est comme je dis, comparer, c'est la fable du renard et de la cigogne. Dites-moi sur quoi vous allez juger le résultat et je vous dirai quelle est la bonne méthode, bien entendu. Les psychothérapies analytiques et l'analyse, mais les psychothérapies analytiques sont des thérapies à long terme. Quand je dis à long terme, c'est d'ailleurs pas des dizaines d'années. Bon, nous ironisons toujours, nous-mêmes d'ailleurs, sur ces thérapies qui n'en finissent pas. Mais je vais faire part ici je dis quand même d'où je